Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui va traiter de l'osmose. Alors, il faut faire attention avec l'osmose. Si vous vous souvenez des dernières capsules, on a beaucoup parlé de transport membranaire pour le déplacement de molécules solides, des solutés. Ça peut être, je dis solide, mais ça peut être aussi gazeuse pour les gaz respiratoires. Puis on avait vu la loi de gradient, donc le gradient de concentration qui va permettre, exemple, la diffusion simple ou la diffusion facilitée par canal transporteur si c'est un mécanisme de transport passif. Puis on avait vu également que le transport actif, donc contre le gradient qui nécessite un coût énergétique en ATP, pouvait se faire par des pompes ioniques ou pompes à soluté, c'est la même chose, et un transport vésiculaire qui se divisait en exocytose, en endocytose. Et ça concerne cette loi de diffusion, exemple, on se déplace du plus concentré vers le moins, et tout ce qu'on avait déjà discuté, c'est pour toutes les molécules sauf l'eau. L'eau est exceptionnelle, elle se comporte un peu contre la logique. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, et votre premier obstacle, le premier piège, je devrais dire, c'est de ne pas mélanger le déplacement d'eau avec le déplacement de molécules gazeuses ou solides. Donc, en fait, tous les molécules respectent les lois et les mécanismes de transport actif ou passif qu'on a vus la dernière fois, mais l'eau fait partie d'une composante à part. Donc, déjà, quand vous voyez le terme osmose ici, la première chose, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est un déplacement d'eau, tout simplement, qui fonctionne un petit peu contre la logique. C'est un transport passif, mais qui ne respecte pas la loi de gradient. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que c'est un déplacement exceptionnel. Alors que tous les autres molécules autres que l'eau va se quand c'est passif, évidemment, va suivre le gradient de concentration. L'eau, quand elle se déplace par osmose, ben, c'est un déplacement passif, mais qui va en l'encontre du déplacement. On va voir ça tantôt. Donc, à l'encontre, pardon, du gradient de concentration. Donc, on va dans le sens inverse. Mais ça reste du passif quand même. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mêler les deux. Et quand vous avez des questions sur le transport dans les examens, que ce soit l'examen de fin de l'année ou le prochain, toujours faire attention à ça et posez-vous toujours la question, est-ce que c'est un déplacement d'eau? Oui, donc c'est de l'osmose. Je réfléchis en termes d'osmose. Ce n'est pas de l'eau qui est impliquée. Alors là, on y va avec ce qu'on a vu la dernière fois. Je ne pourrais jamais dire à cette fois à quel point, pour vous autres en soins infirmiers, c'est important l'osmose. Donc, l'objectif de ce premier cours, c'est de vous montrer vraiment la base et de vous expliquer à quoi ça sert. Mais plus que vous allez progresser, en partie dans cette session-ci, mais beaucoup en bio 2 la prochaine session, puis au cours de vos études de soins, et quand vous allez travailler aussi, vous allez voir à quel point un débalancement osmotique peut entraîner plein de problèmes, en fait. Ça peut expliquer des cas d'œdème, donc l'infiltration de liquide, d'eau dans les tissus, dans les différents organes. Ça peut expliquer des problèmes d'hypertension, pression artérielle trop forte, ou d'hypotension, pression artérielle trop faible. Ça peut expliquer plein de choses, en fait, que vous allez voir. Ça va même affecter le type de solution intraveineuse que vous allez injecter à vos patients. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de désordres qui amènent à des débalancements osmotiques, en fait, au cours de votre deck. Alors, je ne pourrais jamais vous dire à quel point c'est important, pas seulement pour mon cours, l'examen, mais ça va revenir constamment tout au long de votre deck et même quand vous allez travailler éventuellement. Donc, c'est évidemment très important à bien comprendre. Et bien que vous allez avoir plein de définitions scientifiques en tournant votre manuel ou dans d'autres sources, si on veut simplifier, c'est pas tout à fait exact scientifiquement, mais c'est suffisant ce que je veux dire pour bien comprendre, bien réfléchir. Donc, pour moi, l'eau, c'est simplement l'osmose, pardon, c'est simplement un déplacement d'eau, mais toujours vers le plus concentré. Et je fais exprès, ça c'est une idée pédagogique, d'écrire eau vers le plus. Okay? Quand je faisais de la diffusion, je vous disais, là, c'est une révision, là, mais ceux qui se souviennent, je vous disais, la diffusion, les molécules solides, exemple, les ions Na+, et tout, si on est en mécanisme passif, va toujours se déplacer du plus concentré vers le moins. Puis là, j'ai des gens qui vont dire, puis il y a même certains collègues qui vont enseigner comme ça, puis c'est correct, c'est pas une erreur, mais ils vont dire, OK, mais l'eau, ça va du moins vers le plus. Et aussi stupide que ça puisse paraître, je vous recommande pas d'utiliser ça, puis au lieu du moins marquer eau. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, premièrement, l'examen, si vous êtes stressé,
plus vers moins, moins vers plus. Là, vous savez plus c'est qui, c'est quoi et tout. Et on va se dire les vraies choses. Quand vous allez quitter mon cours, puis vous allez vous ramasser en bio 2 ou même dans 1 an et demi, 2 ans, ou même la troisième année, quand vous allez être à la fin de votre deck, plus, moins, moins, plus, je vous promets que personne ne va se souvenir, vous allez vous mélanger, vous ne saurez pas, puis vous allez faire le raisonnement inverse, puis vous pouvez même faire des erreurs médicales, ne pas prendre la bonne solution intraveineuse, exemple, si vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Et étonnamment, quand vous parlez d'osmose, si vous oubliez ça, puis faites juste écrire l'eau va toujours vers le plus concentré, ça vient de clarifier. Le cerveau humain est comme ça, hein, il aime ça, les choses simples et claires. Puis vous ne mélangerez jamais entre la loi de diffusion pour l'exemple, la loi de gradient, quand on parle de molécules solutées. Fait que moi, ce que je vous suggère fortement en résumé, c'est que si vous voyez un déplacement d'eau par osmose, l'eau vers le plus concentré, et si l'eau n'est pas impliquée, bien, vous retournez à l'autre capsule, et là, vous vous dites, bien, les éléments solides ou gazeux vont toujours du plus concentré vers le moins. Okay? Donc ça, c'est un petit truc que je vous donne. Et de mon expérience, ça fait toute la différence entre les gens qui mélangent et les gens qui arrivent aux bonnes réponses. Donc, si je reviens à l'osmose, c'est toujours un déplacement d'eau, mais vers la plus concentrée. Et si, pour 2 compartiments donnés, j'ai une concentration qui est équivalente, il n'y a pas de déplacement d'eau. Okay? Et un exemple très simple pour vous illustrer un peu les impacts. Exemple, si je prends une cellule ici et j'ai une concentration, il y a plusieurs façons d'exprimer la concentration. Ça peut être, exemple, 5 grammes par 100 millilitres, 5 grammes par litre, peu importe. Donc, une quantité versus un volume. Puis parfois, on y va aussi en pourcentage. Donc, une solution 3%, c'est l'équivalent, mettons, de 3 grammes par 100 millilitres. Puis là, ça fait une solution de 3%. Okay? Donc, c'est pas grave, c'est un détail, c'est pas tant important, mais c'est juste pour vous faire comprendre que souvent, on va parler de pourcentage. Et si vous donnez une solution intraveineuse à 0,9% à un patient, il faut comprendre que 0,9% de sel ou peu importe, c'est une concentration, évidemment. Donc, j'aime pas beaucoup faire apprendre les chiffres par cœur, mais là, on n'a pas le choix, un peu comme la température corporelle qui est à 37, puis que il y a des signes vitaux comme ça hein, qui sont importants. Bien, je veux que vous sachiez que quand vous avez une concentration d'une solution autour de 0,9, ça peut être 0,8, 5, peu importe, ça varie un peu, mais 0,9% d'habitude, c'est la concentration physiologique qu'on appelle, donc une concentration normale chez une personne en santé. Qui est en équilibre, donc l'homéostasie est respectée. Ça veut dire que toutes les concentrations des différents compartiments, ça veut dire quoi, compartiment? C'est les différentes régions dans votre corps où je trouve de l'eau. Exemple, ça peut être dans un vaisseau sanguin, ça peut être dans le liquide interstitiel à l'extérieur et les cellules dans lesquelles vont baigner. Hein? Donc, l'eau, elle se retrouve où? Bien, dans le sang, qu'on appelle du plasma, donc à l'intérieur des vaisseaux sanguins, à l'extérieur des vaisseaux, autour des cellules, puis il y en a aussi dans le cytoplasme, on appelle ça du cytosol. Normalement, ça doit être à 0,9% dans tous les compartiments. Donc, à l'intérieur de la cellule, on est à 0,9, à l'extérieur à 0,9, puis dans les vaisseaux sanguins, si vous êtes en santé, à 0,9. Éventuellement, quand vous allez progresser dans votre étude, vous allez voir qu'il y a des conditions parfois pathologiques, des maladies, donc, ou des fois juste des débalancements, des situations, une déshydratation, peu importe ce qui peut nous arriver, qui va faire en sorte, on va faire varier ces concentrations-là. Et c'est là qu'on pourrait avoir un débalancement osmotique. Mais normalement, on a des mécanismes de régulation qui font en sorte qu'on va toujours être autour de 0,9. Okay? Donc, en d'autres mots, 0,9%, vous devez savoir que c'est une concentration normale physiologique. Okay? Ça, vous n'avez pas le choix. Et si on applique le concept d'osmose, bien, si je suis à 0,9, exemple ici, milieu extracellulaire, le liquide interstitiel, exemple, si je suis à 0,9 à l'extérieur et j'ai une concentration de 0,9 dans la cellule, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'osmose, l'eau reste coincée dans la cellule, et pour l'eau qui est à l'intérieur, évidemment, puis l'eau qui est à l'extérieur, dans le milieu extracellulaire, reste là, puis il n'y a pas de mouvement. Le problème, c'est quand on a un débalancement de concentration. Donc, dans l'exemple ici, exemple, vous avez mangé de la nourriture très salée et donc il y a beaucoup de sel en circulation sanguine, puis on finit par avoir pas mal de sel qui sort des vaisseaux sanguins et qui se ramasse ici dans le liquide interstitiel. Donc au lieu d'être à 0,9, vous voyez une solution de 2. Alors, une concentration de 2%. Donc c'est plus élevé que la normale. Okay? Et dans la cellule, ça ne bouge pas. On est encore à 0,9 ici. Donc, là, je pose la question. Selon la loi d'osmose, est-ce qu'il va y avoir un déplacement d'eau? Et si oui, dans quel sens? Donc, c'est pas compliqué quand on vous demande l'orientation du déplacement d'eau, bien, soit que l'eau sort de la cellule, soit qu'elle rentre. Dans ce cas-ci,
vous déterminez où la concentration est plus élevée. Donc, vous comparez toujours deux chiffres. À l'intérieur, je suis à 0,9, à l'extérieur, je suis à 2. 2, c'est plus gros que 0,9, donc on peut dire qu'ici, c'est plus concentré en sel qu'à l'intérieur de la cellule. Et selon la loi d'osmose, l'eau va vers le plus concentré. Donc, l'eau va quitter la cellule et littéralement, la cellule va se déshydrater, perdre l'eau à l'intérieur de son cytoplasme, qu'on appelait le cytosol. Et cette perte d'eau fait en sorte que la cellule va se rétrécir, va se déshydrater et il y a un gain d'eau qui va se faire à l'extérieur de la cellule. Évidemment, ce n'est pas souhaitable parce que la cellule, en perdant son eau, va finir par mourir. Et c'est ce qui va se passer. Donc ici, on a un débalancement osmotique qui fait que la concentration est trop élevée. L'eau va toujours quitter comme ça pour essayer de diluer le plus concentré. C'est pour ça qu'il y a un mouvement naturel de l'eau. Ça se fait de façon passive. Et ça, donc, ça ne prend pas d'énergie. Mais l'osmose, c'est ça l'idée, c'est qu'on va diluer cette concentration-là jusqu'à temps qu'on arrive à peu près à une concentration égale. N'oubliez pas que dans la loi naturelle de la nature et de la biologie, on tend toujours vers cette espèce d'équilibre, surtout au point de vue biologique, au sein de votre organisme. On essaie tout le temps d'arriver à c'est ça, une espèce d'équilibre, une homéostasie. Et ce que je viens de dire, en fait, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail à la prochaine diapositive. Mais avant, diapo extrêmement importante, donc je l'ai mis dans l'encadré ici, ça c'est par cœur, concentration physiologique normale, 0,9. Et il y a trois termes qu'on utilise. Tonique, tonicité, c'est un mot important, ça réfère toujours en fait à concentration, donc la tonicité, mettons, du sang. Mais tonicité, ça veut dire concentration. Vous êtes plus à l'aise avec le terme concentration, mais souvent on utilise les deux. Tonique, c'est un mot de même famille, c'est comme la tonicité. Donc, une fois que vous savez ça, ça devient plus simple. C'est sûr que c'est un effort par cœur, mais en même temps, hyper, tout le monde sait que ça veut dire beaucoup. Hypo, ça veut dire faible. Donc, hyper, on est au-dessus de la normale, c'est beaucoup. Hypo, ça veut dire plus faible, en bas des normales, abaissé, donc c'est bas. Puis iso, généralement, ça veut dire égal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va parler dans le cadre de votre profession de solutions intraveineuses hypertoniques. Des fois, on va dire un soluté hypertonique par abus de langage, mais généralement, en fait, ce n'est pas un soluté que vous injectez dans la veine de votre patient. C'est une solution intraveineuse. Et si vous utilisez pour X raison une solution hypertonique, ce que ça veut dire, c'est que vous utilisez une solution qui est plus concentrée que la normale. Donc, on va être au-dessus de 0,9. Exemple, une solution de sel 1%, c'est une hypertonique. On verra dans quelles conditions vous allez utiliser ça tantôt. Si l'acte médical nécessite d'utiliser une solution intraveineuse plus faible que la normale, on va parler d'hypotonique. Donc, les solutions hypotoniques, ça veut dire qu'on va être en dessous du 0,9%. Et si vous utilisez une solution isotonique, on est dans les concentrations physiologiques, on est à 0,9%. Donc, évidemment, on est aussi concentré que la normale. C'est souvent celle-là je ne sais pas qu'on n'utilise pas les deux autres, mais l'isotonique, c'est celle qu'on utilise le plus fréquemment, en fait. Et vous allez voir que, en fait, pour quelle raison on utilise l'isotonique aussi souvent? C'est parce que la plupart du temps, on ne veut pas déstabiliser la concentration normale. Donc, une personne qui va être tout simplement hospitalisée pour différentes raisons et que vous allez introduire une solution intraveineuse, brancher un soluté dans la veine de votre patient, bien, la plupart du temps, vous donnez une isotonique justement parce que vous ne voulez pas aller défaire les concentrations de la personne. Et si vous vous trompez, puis que vous donnez un hyper ou une hypotonique, bien là, vous allez déstabiliser, par exemple, la concentration de son plasma de 0,9%, bien, vous allez peut-être le concentrer puis augmenter sa concentration, au contraire, le diminuer. Ce qu'on ne veut pas faire. Et en fait, généralement, on va utiliser les deux autres types de solutés quand il y a un déséquilibre, justement. Est-ce que le sang du patient est trop concentré ou pas assez concentré? Bien là, on voudra réajuster les concentrations à les normales. Mais si on a des problèmes qui n'affectent pas la concentration, bien, on ne veut pas empirer le problème. Donc, souvent, on va utiliser comme ça une solution qui est isotonique, donc qui est à une concentration normale. C'est simplement vous illustrer pourquoi l'eau se déplace par osmose de façon naturelle. En fait, c'est pas complètement essentiel de maîtriser cette diapositive-là. C'est pas la plus importante, mais c'est pour vous aider à comprendre un petit peu. Justifier pourquoi l'eau
se déplace vers le plus concentré de façon passive sans que ça nécessite un coût énergétique. En fait, c'est très simple. On vous donne, c'est une expérience qu'on pourrait faire en laboratoire, en fait. Ici, on a un tube comme ça qui contient une solution d'eau salée, exemple, et on a une membrane artificielle qu'on dit semi-perméable qui imite un peu l'effet d'une membrane cellulaire, exemple. Donc, c'est un peu le même concept que l'eau par un mécanisme de transporteur, parce qu'évidemment, l'eau ne passe pas directement à travers la membrane, mais on a dans la membrane cellulaire des protéines tunnels qui ressemblent un peu aux protéines canal qu'on appelle des aquaporines. Et ces protéines-là vont simplement faire passer les molécules d'eau de part et d'autre de la cellule. Donc, la membrane semi-perméable faite de phospholipides permet comme ça le passage d'eau vers l'extérieur ou vers l'intérieur tant qu'il y a des aquaporines. Évidemment, ici, c'est une membrane artificielle. Il n'y a pas d'aquaporine, il n'y a pas de phospholipides. Ce n'est pas une cellule, mais c'est un petit peu pour imiter cet effet-là donc, en laboratoire. Maintenant, le phénomène, que ce soit à travers les aquaporines d'une membrane cellulaire ou encore à travers ce petit montage de laboratoire, c'est le même processus. L'osmose fonctionne tout à fait de la même manière. Et si on avait deux concentrations de part et d'autre de la membrane ici égales, il n'y a pas de mouvement d'eau. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une concentration de 9% à gauche versus une concentration de 3%. Et le phénomène qui va se produire, en fait, il va y avoir un déplacement d'eau. On l'a dit tantôt, l'osmose, c'est un déplacement d'eau vers le plus concentré. Donc, je pense que tout le monde est d'accord que 9%, c'est plus gros que 3. Donc, c'est plus concentré à gauche de la membrane qu'à la droite. Et l'eau va littéralement, par osmose, se déplacer vers cette région du tube. Donc, l'eau va passer à travers la membrane et s'en vient ici. Je vous disais tantôt, pourquoi l'eau va toujours aller plus concentrée et qui fonctionne un petit peu à l'inverse de la logique si on compare avec les autres mécanismes passifs pour ce qu'on a vu dans la dernière capsule, hein, exemple avec la loi de gradient pour les mécanismes de transport passifs, ben, c'est parce que l'eau, elle, veut juste diluer ce qui est trop concentré pour essayer d'égaliser les deux concentrations. Toujours cette fameuse tendance à retourner à l'équilibre, à l'homéostasie. Donc, ce qui va se produire ici, c'est que l'eau va se déplacer jusqu'à temps qu'on dilue de façon efficace cet endroit qui est trop concentré et qu'on arrive à peu près à deux concentrations similaires. Donc, le volume de liquide, je pense que tout le monde va voir que si l'eau se déplace vers la gauche, ben on augmente la quantité de liquide. Donc, si initialement, j'ai une concentration de 9 mol par 100 ml et qu'il y a un déplacement d'eau vers la gauche, je ne touche pas la concentration. En fait, je ne touche pas la quantité de molécules. S'il y a 9 mol, il y a toujours 9 mol de sel, exemple. Hein? On n'a pas ajusté la quantité de sel. On fait juste ajuster la quantité d'eau. C'est comme ça qu'on va modifier ici la concentration. Donc, plus que d'eau qui se ramasse, exemple, s'il y a un 50 ml d'eau qui passe de la droite vers la gauche, puis j'ai un 50 ml qui passe ici, bien, ça me fait moins 50 à droite, mais plus 50 à gauche. Donc, au lieu de 100, j'ajoute le 50 ml qu'on a gagné ici, bien là, ça devient une concentration de 9 par 150 ml. Et à droite, bien, j'ai perdu de mon 100 ml initial, j'en ai perdu 50 qui a passé de l'autre côté. Donc, évidemment, si j'ai perdu 50 ici, il m'en reste juste 50. Et là, c'est un petit exercice de mathématiques, mais si je pars avec mon 9 puis mon 3 de départ, ben 9 mol par 100 ml qui faisait 9%, mais si j'ai plus de liquide, on vient diluer la concentration. Autrement dit, au lieu d'avoir une concentration de 9%, ben un 9 mol par 150 ml, parce que j'ai gagné un 50 ml d'eau qui s'est déplacé par osmose, bien 9 par 150, ça me fait une concentration de 6%. C'est moins concentré. On a dilué le 9%. C'est pour ça que l'eau se déplace comme ça vers le plus concentré. Mais en même temps, comme j'en ai perdu ici, ça va augmenter la concentration. Donc, mon 3 mol à la droite par 100 ml qui me faisait une concentration de 3%, mais si j'ai perdu 50 ml d'eau, ça me fait 3 mol par 50. Donc, 3 mol par 50, ça va concentrer un peu plus. Et j'arrive à une concentration plus élevée que 3, donc 6%. Et c'est ça que je voulais vous faire voir. L'eau par osmose veut juste égaliser concentration. C'est pour ça que l'eau va toujours vers le plus concentré. Et en déplaçant comme ça un 50 ml vers la gauche, ça dilue la gauche, mais ça va concentrer la droite. Et oups, on arrive exactement à la même concentration, 6% de part et d'autre. Et dans ce cas-ci,
il n'y a plus de mouvement d'eau par osmose parce qu'on a des concentrations équivalentes de part et d'autre. Donc, cette diapo-là me sert en fait à justifier la loi d'osmose qui me dit, ben l'eau va toujours vers le plus concentré. C'est pour vous aider à retenir la loi. Mais en ce qui me concerne comme prof, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'être capable d'appliquer cette loi-là à des situations médicales ou à des situations biologiques. Donc, même si vous ne savez, vous souvenez pas de cette expérience-là, rien de ça, c'est pas tant grave, tant que vous comprenez bien que l'eau va toujours vers le plus concentré et d'être capable de mesurer les impacts qu'il va y avoir dans le corps, ce qu'on va faire bientôt. Donc ici, c'est l'utilisation En fait, il y a 3 diapos qui me restent à vous parler et on vous montre dans quel cas on va utiliser, exemple, des solutions intraveineuses ou des solutés, si vous préférez, isotoniques, hypertoniques et hypotoniques. Et ces 3 diapos sont extrêmement importantes. Vous devez les maîtriser, les comprendre, mais à un moment donné, vous allez voir que c'est simple, ça revient toujours aux 2 mêmes questions, puis il y a juste 3 situations possibles. Donc souvent, vous pensez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais en fait, il y en a juste 3. L'utilisation de solutés isotoniques, hyper-hypo, donc il y a juste 3 situations possibles, et en même temps, c'est toujours les 2 mêmes questions. Donc, s'il y a un débalancement osmotique et que vous ne pouvez pas intervenir sur le plan médical, ça va être quoi un impact négatif chez le patient, exemple? Et si vous avez à intervenir d'un point de vue médical, quel type de solution ou de soluté on va utiliser? Et l'image ici vous montre donc une veine, un vaisseau sanguin, et l'utilisation d'un soluté ou d'une solution intraveineuse. Le terme le dit, souvent en première session, vous n'êtes pas familier avec ça, mais c'est très simple. Hein? Quand vous branchez un soluté chez votre patient, il ne faut pas oublier l'idée que vous branchez ça dans une veine. Donc, vous injectez ce qu'il y a dans la poche de plastique. La solution que vous avez utilisée ici, c'est littéralement déverser dans les vaisseaux sanguins. Fait qu'oubliez pas ça, vous modifiez le sang, la concentration sanguine. Si vous faites une erreur en utilisant un mauvais soluté, ben, vous affectez ici la concentration sanguine. Si vous voulez corriger une situation chez le patient, vous venez modifier aussi en utilisant le bon soluté. Très souvent, vous allez, quand on prescrit, exemple, le médecin prescrit un médicament chez le patient, mais souvent, pas toujours, mais souvent, on peut le mettre en solution comme ça dans le soluté et il va être injecté. Ça, c'est un bon exemple qu'on veut utiliser un soluté isotonique à 0,9%. Parce que quand vous donnez un médicament à votre patient, donc vous l'hydratez, il y a du glucose, du sel pour nourrir votre patient, évidemment, s'il est affaibli ou peu importe. Mais en même temps, si vous donnez un médicament, vous ne voulez pas venir modifier le 0,9% qu'on retrouve en circulation sanguine. Donc, c'est pour ça que quand vous donnez un médicament, bien, vous allez prendre un isotonique. Si vous donnez un hypertonique, puis vous trompez, puis vous lisez mal l'étiquette, bien là, vous venez reconcentrer le sang, vous allez déstabiliser. Au lieu d'être à 0,9, vous allez monter ça, parce qu'hypertonique, c'est trop concentré. Puis là, ça ferait des débalancements osmotiques et l'eau pourrait se déplacer par osmose, ce qu'on ne voudrait pas. Donc, dans les situations qui sont écrites ici, à connaître, exemple, si vous avez une perte d'eau par déshydratation ou par hémorragie, donc une perte sanguine, c'est une perte de volume. Donc, on veut redonner du liquide au patient, mais généralement, ces situations-là n'affectent pas, c'est ça qui est important, n'affectent pas la concentration. Donc, c'est pour ça que vous donnez un isotonique. Ou quand je vous disais tantôt qu'on veut donner un médicament. Donc, là, on va utiliser un isotonique. Puis, il faut faire attention à la déshydratation dans mon cours. C'est comme s'il y avait juste une sorte de déshydratation, puis que la concentration n'était pas affectée. Et c'est vrai, des fois. Mais vous allez voir la prochaine session qu'il y a au moins 5 types de déshydratation, puis il y en a qui sont extrêmement sévères. Donc, quand la déshydratation est très sévère, ça peut affecter la concentration sanguine. Okay? Donc, ça, il faut faire attention à ça. Quand vous allez travailler, c'est plus complexe que mon cours. Vous allez vous rendre compte, ça dépend du type de déshydratation. Est-ce que la perte d'eau chez le patient a affecté la concentration, oui ou non? Dans l'exemple ici, ce qui est important de retenir, c'est l'encadré. C'est des situations médicales qui n'affectent pas la concentration. C'est pour ça que je donne un isotonique, concentration normale. Et dans ce cas-ci, ce que je vous demande, ben, si vous voyez le terme déshydratation ou hémorragie, vous savez que c'est une perte de liquide qui n'affecte pas la concentration. Et si à l'examen, je vous trouve d'autres maladies que vous n'avez jamais vues autres que ce qui est écrit ici, c'est pas grave. Vous avez juste à pister l'indice. On va toujours vous laisser un indice dans les problèmes à résoudre, que ce soit en exercice ou en examen. Donc, si je vous dis qu'il y a une maladie X, problème X, et qu'il y a une perte de liquide, puis que la concentration est normale, qu'elle n'est pas affectée, bien, immédiatement, vous savez qu'on donne un isotonique dans ce genre de situation.
Et qu'est-ce qui arrive? Ben là, vous injectez le liquide, ça n'affecte pas la concentration. Donc ça, c'est une situation relativement simple. Ce qui m'intéresse, des fois qui est un peu plus mélangeant pour vous autres, c'est les deux dernières. Donc, à quel moment vous allez utiliser une solution ou un soluté hypertonique? Dans ce cas-ci, on vous parle d'un problème, exemple, d'hyponatrémie. Hypo, ça veut dire faible, émissant, na pour NaCl, si vous voulez. Donc, exemple, la personne ne mange pas assez, elle fait un déséquilibre alimentaire de type, je ne sais pas moi, l'anorexie ou des diètes extrêmement sévères ou débalancées. Ça peut être des problèmes métaboliques ici, mais hyponatrémie, ça peut être de l'hypoglycémie, peu importe quel élément est affecté, ça veut dire que le sang est moins concentré. Donc, toujours les mêmes deux questions. Il y en a une ici qui est importante de comprendre. En absence de soluté, donc il n'y a pas d'intervention médicale. Exemple, cette personne-là est en hyponatrémie et dans son salon, elle ne file pas. Si on n'intervient pas sur le plan médical, puis cette personne-là n'a pas le temps de se rendre à l'hôpital, exemple, ça va être quoi l'impact sur les globules rouges de la personne? C'est ça qu'on veut voir. Donc ici, j'ai un vaisseau sanguin, les globules rouges qui sont à 0,9%. Normalement, la concentration sanguine devrait être à 0,9, il n'y a pas de problème. Mais là, ce n'est pas ça la situation. On vous dit qu'elle est en hyponatrémie. Donc, hypo, ça veut dire faible, faible concentration de sel. Alors là, ça veut dire que le sang est concentré, sa concentration est inférieure à la normale. On peut se donner des chiffres pour le fun, juste pour comprendre. Exemple, on serait à 0,2%. Et là, ça, c'est la situation de départ. Hein? On voit qu'ici, on a un problème de concentration faible. Là, je vous parle d'hypoglycémie, d'hyponatrémie, mais n'importe quelle autre maladie que vous verrez, que même si vous ne connaissez pas, si vous avez un indice dans la question que le sang est moins concentré que la normale et qu'on est en dessous de 0,9, bien là, on est dans cette situation-là. La première question qu'on vous demande toujours, c'est de savoir, bien, si on ne fait rien, ça va être quoi l'impact chez la personne? Donc, c'est là que vous allez appliquer la théorie d'osmose et que ça devient intéressant. L'eau va vers le plus concentré. Et il y a toujours deux situations. Est-ce que l'eau dans la cellule va sortir ou l'eau va entrer? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de comprendre que dans ce cas-ci, la cellule est à 0,9%, puis à l'extérieur, on est à 0,2%. Quel est le plus gros chiffre? 0,2 ou 0,9? Bien évidemment, c'est plus concentré dans la cellule. Donc, le chiffre ici, 0,9%, c'est plus gros. Et comme l'eau par osmose se déplace vers le plus concentré, littéralement, l'eau dans le vaisseau sanguin, qu'on appelle le plasma, va se diriger à l'intérieur de la cellule. Pardon, c'est juste l'inverse. Non, c'est ça. Donc, le plus gros, je m'excuse, j'ai cafouillé. 0,2. On va faire de la mathématique de maternelle, ça a l'air que j'ai de la misère. 0,2, c'est plus gros que 0,9. Ben non, c'est plus petit. Donc, 0,2, c'est plus petit. 0,9, c'est plus gros. L'eau va vers le plus concentré. Donc, l'eau entre à l'intérieur de la cellule. J'ai de la misère à dessiner sur le rouge, là, mais tout simplement, si je refais la cellule ici, sanguine, 0,9, 0,2. Comme on va vers le plus, on est d'accord que 0,9, c'est plus gros que 0,2. Donc, l'eau va vers le plus. Et ce déplacement d'eau va faire en sorte que l'eau entre dans la cellule et ça va faire exploser. La cellule va gagner en volume, puis à un moment donné, elle va éclater. Il va rester des débris, puis évidemment, c'est dangereux, parce que si vos globules rouges commencent à se comporter comme des pop-corn, puis ça éclate un peu partout, ben, on ne transporte plus d'oxygène ou de CO2, puis bon, ben, ça peut être dangereux. Donc, ça a l'air de rien, mais simplement ce déplacement d'eau par osmose va permettre un éclatement des globules rouges, puis évidemment, ben, ces globules rouges chaudes, c'est pas très bon pour notre santé. Le petit dessin que j'ai fait à côté, moi, je suggère souvent de le faire à l'examen. Quand on est stressé, on peut cafouiller comme je l'ai fait il y a 2 secondes, ça arrive, puis je suis votre prof en plus, imaginez-vous. Fait que quand vous êtes stressé, pas trop sûr de vous, vous n'avez pas assez étudié des fois, puis vous aviez trop de travaux, peu importe, ben, des fois on est inconfiant, puis on se plante. Juste prendre le dessin 2 secondes, 0,9 à l'intérieur, 0,2, OK, comme ici c'est plus faible que 0,9 parce qu'on le dit dans la question que c'est moins concentré, donc on s'en va vers la cellule parce que l'eau va toujours vers le plus concentré. Donc, la bonne réponse ici, dans la question que dans l'encadré, ça serait pour avoir une réponse complète, c'est de me dire dans vos mots, OK, bien, comme dans la cellule, c'est plus concentré qu'à l'extérieur et que par osmose, l'eau se déplace toujours vers le plus concentré, l'eau va entrer dans la cellule
Et les globules rouges, la cellule va gagner du liquide, va commencer à gonfler et finir par éclater, ce qui fait que ça amène une destruction des globules rouges, ce qui est dangereux évidemment. Donc ça, c'est pour la première question. Un petit truc que je vais vous donner, même si ce n'est pas vrai au point de vue scientifique, c'est une confusion que j'ai souvent vue en bio 1, mais qui va disparaître quand je vous retrouve en bio 2 souvent à l'autre session, mais vous êtes toujours mélangé parce que dans la cellule, vous faites varier la concentration de la cellule, mais généralement, dites-vous que ça ne bouge pas, c'est toujours en 0,9 le globule rouge. Donc, le globule rouge ici va toujours être en 0,9, c'est le milieu extérieur, dans ce cas-ci, dans le sang, qui va varier. OK? Et vous n'allez pas affecter, quand vous branchez la solution ici hypertonique, vous n'affectez pas la concentration dans la cellule. L'environnement, le liquide de votre solution va se mélanger au sang de la personne, du patient, et vous affectez l'environnement extérieur des globules rouges. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ce que je dis là n'est pas tout à fait exact parce que là, on pourrait, même si je ne l'enseigne pas, on pourrait appliquer les lois de diffusion qu'on a vues. Ouais, mais là, il y a plus de molécules ou moins de molécules, ça va affecter la diffusion, mais on n'en tient jamais compte. On ne mélangera jamais les deux concepts. C'est soit de l'osmose, c'est soit de la diffusion de molécules solides. Et l'impact qu'il y aura sur la concentration intérieure du globule rouge est vraiment négligeable. Donc, même si elle se produit, c'est négligeable. Pour moi, c'est comme... vous déversez une chute Niagara de liquide puis de molécules ici autour des globules rouges, quand même bien qu'il y a un petit atome qui sort, qui rentre, l'effet va être négligeable par rapport à l'impact de ce que vous venez d'injecter. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et si vous gardez ce truc-là, même si j'ai des collègues ou des livres qui ne disent pas tout à fait ce que je dis, vous ne vous tromperez jamais comme ça. C'est un bon truc. Comme l'effet est négligeable, la variation intérieure du globule rouge ne bouge pas. Il n'y a pas d'impact dans ce genre de problème-là. En tout cas, d'impact mesurable. Alors, si vous savez que c'est toujours 0,9, c'est le chiffre à l'extérieur qui va varier. Et c'est ça que vous ne saisissez pas toujours. C'est que le chiffre, le 0,9 dans la cellule peut être gros ou faible. Ça dépend de mon point de comparaison. Dans ce cas-ci, à l'extérieur dans la cellule, donc dans le vaisseau sanguin, je suis à 0,1, bien, le 0,9 devient grand. Mais la prochaine diapo, je vais vous montrer une situation inverse. Le sang est très, très concentré. Bien, si je suis à 3%, c'est encore 0,9 dans la cellule, ça n'a pas bougé. Mais si je compare à 0,9, bien là, 0,9 devient plus petit. Mais si je suis à 0,1, bien, le même 0,9 devient plus grand. Donc, la concentration à l'intérieur de la cellule ne bouge pas. C'est généralement à l'extérieur comme ça que ça va bouger, et c'est là que vous allez comparer selon la situation. Donc, dans ce cas-ci, c'est la situation où c'est plus faible, hyponatrémie, hypoglycémie. Donc, si c'est le 0,1, bien évidemment, entre les deux, 0,9, c'est plus gros. C'est pour ça que l'eau va entrer dans la cellule. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième, quand on vous demande très souvent, bien, vous voulez sauver la vie de votre patient hospitalisé, si vous le laissez aller, vous venez de comprendre que les globules rouges vont éclater. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour intervenir et empêcher ce mouvement, ce déplacement d'eau par osmose qui pourrait être dramatique? Vous allez tout simplement injecter une solution intraveineuse. Mais là, vous avez une chance sur 3. Vous donnez un isotonique, un hypertonique ou un hypotonique. Dans ce cas-ci, souvent ça vous mélange également, mais pensez au concept d'homéostasie. Si vous manquez de matériel, on va vous en donner un peu plus. Si vous en avez trop, on va vous en donner un peu moins. Si vous en avez juste correct, on vous donne le juste correct. Donc, dans la première diapo, tantôt, à la dernière, diapo, la situation n'affectait pas la concentration. Exemple, une hémorragie, on donnait de l'iso. La concentration est belle, mais on redonne la même affaire. Ici, c'est pas ça. C'est trop faible. Donc, si c'est trop faible, puis je suis à 0,1, exemple, dans la concentration sanguine, c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'on donne un hyper qui est plus concentré, qui en contient plus. Pourquoi? Bien, j'y en donne plus parce que je veux remonter la concentration. Je suis à 0,1, bien, je veux-tu la diminuer encore plus ou la remonter? Donc, je vais la remonter vers le 0,9. C'est pour ça que j'utilise une solution plus concentrée ici. Et des fois, ça vous mélange, mais pourtant, si je donne un exemple de température corporelle, ça devient très simple pour vous. Vous le comprenez instinctivement. Bien, vous avez juste appliqué ça pour la concentration, c'est la même logique. Exemple, la température du corps humain, c'est 37. Si vous êtes, je ne sais pas moi, c'est l'hiver, vous avez froid, vous êtes en hypothermie, vous tombez à 32, ça c'est sévère, mais mettons que vous tombez à 32, qu'est-ce que vous voulez faire? Baisser vers le 30 ou remonter à 37? Bien, vous voulez vous réchauffer pour revenir à la normale. Donc, vous allez produire plus de chaleur.
pour remonter. Vous n'allez pas vous refroidir. Puis si vous êtes à 45 degrés, vous êtes en hyperthermie, vous avez très chaud, est-ce que vous voulez remonter la chaleur encore plus vers le 50 puis mourir ou retourner on veut retourner en 37. Donc, on ne va pas augmenter la chaleur, on va se refroidir, on va diminuer la production de chaleur. C'est exactement la même chose. Qu'on augmente ou qu'on diminue la production de chaleur pour la température, c'est la même chose avec la concentration. Si vous êtes trop concentré, on vous en donne moins. Si vous n'êtes pas assez concentré, on vous en donne plus. Donc, c'est juste comme ça qu'il faut le raisonner. Et si vous le raisonnez comme ça, ça devient très, très simple. Ici, votre patient, son sang est trop faible. On va en donner un peu plus. On en donne plus concentré, donc un hypertonique, pour remonter ce qui lui manque. Fait que je suis à point 1, j'en donne plus jusqu'à temps qu'il revienne à point 9. Et le jour que vous remontez ça à point 9, vous finissez de briser le déplacement d'eau par osmose. Point 9, l'eau arrête de se déplacer, les globules rouges vont arrêter d'éclater. C'est un acte médical très simple, des solutions intraveineuses, vous allez brancher ça, je veux dire, c'est un des actes médicaux que vous faites le plus souvent, peu importe le département où vous allez travailler, hein, c'est un acte très, très commun, et pourtant, vous ne vous rendez jamais compte de tous les impacts que ça peut avoir, et un de ces impacts-là, c'est simplement, justement, de rééquilibrer l'osmose. Et souvent, je vais voir dans ma classe, que j'appelle affectueusement mes assassins, là, qui vont me tuer des patients. Donc, des fois, vous stressez une chance sur deux, vous ne savez pas trop, vous ne réfléchissez pas trop parce que vous êtes paniqué, mais il ne faut pas s'énerver à l'examen. On respire par le nez, puis on regarde, j'ai une chance sur 3, puis laquelle qui fait du sens. La pire réponse, moi, l'ISO, je ne mettrais pas de point non plus parce que vous ne vous aidez pas assez. C'est pas si pire, vous n'avez pas tué votre patient, là, mais il n'est pas concentré, je veux l'aider rapidement, je vais lui en donner un bon boost, là. Je lui donne un bonus, là, un hyper. L'ISO, je suis à point 9, c'est un peu mieux, c'est moins pire, mais c'est pas l'idéal non plus. Ce que je voulais vraiment, c'est l'hyper. Mais les pires d'entre vous, ça va être ceux qui vont me donner de l'hypo. Le gars, il manque de matériel, puis vous en donnez encore moins. Vous ne l'aidez pas pantoute. Là, ça, c'est comme mon exemple de température. Vous passez de 37 à 32. Puis là, vous dites, la bonne chose à faire, ça serait de baisser sa température encore plus. Fait qu'au lieu de 32, on va vers le 28. Ça n'a aucun bon sens. Et ça, souvent, je vais voir ce genre d'erreur-là chez les gens qui apprennent par cœur, mais qui ne réfléchissent pas trop. Puis c'est souvent un mauvais réflexe de penser que la bio, c'est juste du par cœur sans compréhension. Puis je ne peux pas vous blâmer, j'ai connu plein de profs de bio qui enseignent comme ça. Mais ça, c'est un excellent exemple qu'on a 0 sur 5 au lieu de 5 sur 5. La personne qui prend le temps de dessiner, puis qui voit qu'il manque de matériel, puis là, le globule rouge est plus concentré, puis là, je dis, ouais, ça ne marche pas, je veux-tu en donner encore moins ou encore plus? Si je donne une peau, il y en a encore moins, ça ne marche pas, fait que je vais en donner plus. Moi, je prends l'hyper. C'est très, très logique. Manque d'argent, tu aimerais ça avoir un petit don d'argent. Si tu en as beaucoup, ça ne te dérange pas. On veut un don ici parce qu'on manque de stock. Okay? C'est vraiment ça. Si tu le réfléchis comme ça, il n'y a pas de problème. Si tu m'apprends par cœur hyper hypo, tu as une chance sur 2. Puis là, tu vois le mot hypo, puis tu dis, on va mettre de l'hypo. Là, tu viens vraiment remplir la situation chez le patient. Donc, pas juste pour l'examen, c'est vraiment d'être capable de réfléchir un petit peu à ça. Ce genre de raisonnement-là, vous allez le pousser encore plus à la prochaine session. Puis même quand vous allez travailler, ça empêche une erreur médicale d'un ou d'une collègue. Vous allez voir que ça n'a pas de sens, la personne ou le médecin qui se trompe. Ça se trompe des médecins, des fois, il y en a des bons et des moins bons. Donc, tu peux toujours dire, oui, mais c'est lui qui prescrit. Ouais, mais si tu es capable de comprendre un peu, ça évite des fois l'erreur d'un collègue, d'un patron, d'une patronne. Puis ça permet de poser la bonne question au bon moment pour éviter une niaiserie comme ça. Ça s'est déjà fait, évidemment. Des fois, c'est des petites niaiseries, mais qui peuvent faire la différence, évidemment, pour la santé d'un patient. Donc, cette logique-là, vous l'appliquez bêtement comme ça. Et la prochaine situation, qui est la dernière, c'est la même chose. On va en sens inverse, mais c'est le même genre de question, le même genre de logique. Donc, dans ce cas-ci, on parle de d'autres situations. On vous dit, exemple, que vous êtes en hypernatrémie, trop de sel. Hyper veut dire beaucoup, sans concentrer. Hymi veut dire sans, comme je le disais tantôt. Ça pourrait être une hyperglycémie. Donc, les cas de diabète peuvent conduire à une hypernatrémie. Ça peut conduire aussi, évidemment, à de l'hyperglycémie. Mais peu importe, le sang est trop concentré. Okay? Donc, aussitôt que vous avez l'indice que le sang est trop concentré, je l'ai symbolisé ici, donc vaisseau sanguin, puis j'ai dessiné beaucoup de molécules pour symboliser que c'est très concentré. Mais comme je le disais tantôt, mon globule rouge est toujours à 0,9, ne bouge pas. Donc, encore une fois, et ça, c'est la bonne nouvelle, je ne peux pas inventer d'autres questions. C'est toujours les deux mêmes. Si vous n'intervenez pas, qu'est-ce que ça fait dans le corps du patient, puis pourquoi c'est dangereux? Puis quand vous allez vouloir faire un acte médical pour l'aider, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, quel type de solution ou soluté vous allez brancher? Donc, dans ce cas-ci, le sang est très concentré.
Je donne un chiffre au hasard. Mettons que c'est 3%. OK? Donc, là, on vous dit, ben, si cette personne-là est tout seule puis personne n'intervient au point de vue médical, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi l'impact? Bien, un peu comme tantôt, moi, je veux une réponse complète, pas juste de me dire un mot. Je vous m'écriviez les 3-4 éléments que j'ai décrits tantôt. Dans ce cas-ci, comme le sein est plus concentré, je compare toujours à mon point 9. Bien là, mon point 9 par rapport à 3, il devient plus petit. Donc, c'est plus concentré à l'extérieur de la cellule. Alors, la réponse complète pour la question dans l'encadré, c'est de me dire, comme le sein est plus concentré que la normale et que l'eau se déplace vers le plus concentré, hein, c'est le principe de l'osmose, donc comme l'eau par osmose se déplace vers le plus concentré, l'eau va quitter les globules rouges vers le plasma sanguin et littéralement, la cellule, le globule rouge va se déshydrater. Il va même prendre une forme plissée et tout, et donc il va diminuer de volume, puis il va finir par être non fonctionnel. On arrive toujours dans les deux situations à un globule rouge, soit qui éclate, soit qui se rétrécit puis qui perd son eau. Dans les deux cas, c'est un globule rouge non fonctionnel. Dans les deux cas, ça amène la mort, là, c'est dans les cas les plus sévères. Mais vous devez être capable de ne pas juste me dire le globule rouge ne fonctionne pas puis la personne peut mourir. Je veux qu'on aille plus loin que ça, parce que c'est pas le même mécanisme. Il y en a un qui gagne de l'eau puis qui éclate, alors qu'ici, on va perdre de l'eau. Ça, c'est important de le comprendre. Et une fois que vous m'avez dit ça, ben là, vous m'avez expliqué le problème. Deuxième question, toujours la même. OK, vous comprenez ce qui se passe chez le patient. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour intervenir? Toujours la même chose. Vous avez 3 choix. Je branche dans le vaisseau sanguin la veine de mon patient une soluté iso, hyper ou hypo. Et encore une fois, je pose la question, est-ce que ce serait une bonne idée de donner de l'hyper ici? Moi, je dis que non, parce que de l'hyper, ça veut dire qu'il y en a plus. Il est plus concentré. Fait que si le sang est déjà plus concentré, puis vous y en donnez encore plus, vous allez rempirer sa situation, peut-être même le tuer dans les pires cas. Fait c'est la pire affaire. T'en as trop, donc même logique que tantôt. On veut aller en sens inverse pour rééquilibrer. T'en as trop, je ne vais pas t'en donner plus. T'en as déjà trop, je vais t'en donner moins. En fait, l'idée ici, c'est de donner un hypotonique, le moins concentré possible pour finir diluer ça, là. On rajoute du liquide très peu concentré pour diluer le plus possible et revenir à une concentration normale. Et le jour que vous arrivez à ramener ça à une concentration d'auto de 0.9, vous allez limiter le déplacement d'eau par osmose et vous allez empêcher l'impact négatif sur les globules rouges. Donc, c'est à peu près ça, en fait. Hein? C'est pas plus compliqué. Tout ce que je vous demande, là, si on résume, on dirait que j'ai dit beaucoup de choses, mais en fait, c'est 2-3 éléments. Donc, ce qui est important pour l'examen, mais aussi pour le reste de la session, puis le reste de votre deck, puis j'oserais même dire beaucoup la prochaine session, mais même quand vous allez travailler, en fait, parce que là, je ne vous en parle pas, c'est pas le sujet de Bio1, mais vous allez voir que ça a un gros impact sur la régulation de la pression artérielle, ce débalancement osmotique-là. Donc, ça sera plus un sujet de Bio 2 et vous allez beaucoup travailler avec ça. Même, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est la base. En Bio 2, vous allez appliquer ça plus à des situations médicales réelles. Ce que je ne fais pas ici, c'est plus un peu de la théorie de base pour l'instant. Mais en gros, si je résume, l'osmose, c'est un déplacement d'eau toujours vers le plus concentré. Si les concentrations sont égales, il n'y a pas de déplacement d'eau, ce que généralement on veut. Hein? On veut rester en équilibre. Vous avez 3 situations. Une perte de liquide, exemple, qui n'affecte pas les concentrations. Donc ça, c'est la plus simple. Dans ce cas-ci, vous donnez un soluté isotonique. Vous remplacez les liquides perdus, mais sans affecter la concentration. Donc, s'il n'y a pas d'osmose chez le patient, bien, vous ne voulez pas en provoquer, okay, évidemment. Ça, c'est simple. Où ça se mélange un peu plus, les 2 dernières diapos. Donc, ça revient toujours au même. Situation numéro 1, le sang n'est pas assez concentré. Si vous ne faites rien, bien évidemment, la cellule est plus concentrée, donc l'eau va aller vers le plus concentré, entre dans la cellule, ça éclate. Si le sang n'est pas assez concentré, vous faites quoi? Bien, vous en donnez un peu plus, tout simplement. Donc, vous donnez un soluté hypertonique. Et comme on le voit ici, la deuxième situation, là, le sang est trop concentré. Donc, si vous ne faites rien, bien, c'est le problème inverse. Le sang est plus concentré que la cellule, donc l'eau quitte. Et le globule rouge, la cellule perd du volume, va rétrécir, se déshydrate, dangereux. Pour aider à ça, vous donnez un soluté qui est moins concentré pour diluer cette concentration et revenir à la normale. C'est tout. Et le truc que je vous dis, vraiment, ça fait la différence. Tant que vous pouvez vous souvenir que le globule rouge est toujours à 0.9 et que ça varie pas, c'est simplement
si ça c'est un vaisseau sanguin, c'est vraiment ce qui se passe à l'extérieur qui va être soit normal, ou soit trop faible, ou soit trop fort. C'est les trois situations possibles, je ne peux pas en inventer d'autres. Et selon les situations, ben, on agit en conséquence. Donc, évidemment, là, ça termine la capsule sur l'osmose. Deux choses. Évidemment, vous allez étudier ça à tête reposée. Et si c'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Si ce n'est pas le cas, ben, vous m'écrivez assez rapidement pour vous démêler le plus vite possible parce qu'évidemment, c'est extrêmement important comme concept. Donc, je vous promets une chose, là, dans mon cours, c'est sûr que ça revient au prochain examen. C'est sûr que ça revient à l'examen final. Puis, si j'ai la chance, je repose des questions au maximum là-dessus parce que, évidemment, c'est trop important pour vous. Donc, maîtrisez ça comme il faut. Sinon, ben, vous m'écrivez comme d'habitude. C'est avec plaisir que je vais vous démêler. Et l'autre chose, ne jamais mêler l'osmose, comme j'ai dit en début de capsule, avec ce qu'on a vu avec les transports passifs actifs qui impliquent donc le déplacement de molécules solides comme glucose, les ions, peu importe. C'est deux choses différentes et je vous promets que quand j'évalue, je ne mélange jamais les deux. Soit que je m'en vais sur l'osmose, soit que je m'en vais sur la diffusion, comme on a vu dans la dernière capsule, mais jamais mêlé. Donc, si vous séparez les deux, vous risquez d'améliorer votre score à l'examen, évidemment, parce que ça va devenir beaucoup plus clair. Sur ce, je vous souhaite une bonne étude et on se revoit dans la prochaine capsule.